à tous pour cet épisode 8. Pas d'erreur cette fois-ci, de NWATNL Exposé, le podcast. Je crois que j'ai tout dit dans l'ordre. Mais bienvenue pour ce nouvel épisode. Bienvenue à Fox, mon collègue, mon partenaire de travail. Comme dit Uzo. Quelle arrivée. Et oui, merci. Effectivement, bonjour à tous. Et quel épisode, j'ai envie de dire. Quel épisode on a devant nous, parce que sans spoiler, c'était déjà annoncé la semaine dernière avec une grosse carte, un triple threat pour le Tactics Division, le titre mondial remis en jeu, un énorme combat sanglant entre Malice et Don ou Ron Harris, mais je sais déjà plus. Don Harris. Franchement, quelle carte à venir. Et quel show d'ailleurs. On va en parler plus tard. C'est un show que j'ai beaucoup aimé parce que il y a beaucoup de choses à en retenir, beaucoup de choses excellentes. Et à moins que tu aies quelque chose à rajouter, partons. Je suis plutôt d'accord. D'abord, annonçons la basique des bases. Nous sommes à Nashville, Tennessee, aux États-Unis, Tennessee State Fairgrounds. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude avec les commentateurs McToney, Don West, Ed Ferrara, comme d'habitude. Et je te laisse continuer, je te laisse poursuivre. Alors, il y a un truc qu'on n'a encore jamais fait, et c'est un truc qui m'est revenu tout à l'heure. On ne dit jamais la date de quand se passent les événements, et je trouve que c'est assez important. Nous sommes le 7 août 2002, voilà. Non, mais t'as pas tort, c'est vrai qu'on ne le dit jamais. Mais genre vraiment jamais. 7 août 2002. Et on a un show qui débute avec les Dubs et Apollo, qui veulent voir aller, non, ça ne veut rien dire, qui veulent aller parler à Ricky Steamboat dans son bureau. Sauf que, bon, la file et le bureau semblent déjà très occupés. Ok, début assez spécial, mais qui va prendre tout son sens dans la suite du show. Bon, voilà, je pense pas vraiment qu'il y a d'avis à donner là-dessus. Non, il n'y a rien à dire. Sans branle. Directement, nous allons dans l'arène, dans la salle plutôt, où les SATs, donc la Spanish Announce Team composée de Amazing Red, Joël et José Maximo, affrontent les classiques Flying LVCs. Bien, comme d'habitude, je vais te laisser parler de ce 3 contre 3 d'opener. Effectivement, donc déjà le match, ça s'est attaqué directement. J'ai noté du coup globalement le match, énormément de moves qui se sont enchaînés, même de belles séquences au départ. Par contre beaucoup de botches, parce que oui effectivement il y a beaucoup de moves, donc du coup beaucoup de botches, beaucoup de tentatives même. Donc voilà, donc il y a des vraiment voilà. Alors là j'ai fait une grosse ellipse. À un moment donné, Sonny Saki est concrètement assez seul face à l'équipe adverse. Étant très arrogant et voulant presque gérer finalement l'affaire seul. Donc là j'ai fait une belle ellipse effectivement parce que il y a au moins 5 minutes avant que ça arrive. Il y a eu un mixte backbreaker avec les genoux en partant presque en catapulte, mais voilà. Double stomp plus leg drop sur Sonny Saki de Amazing Red et de Sate. Voilà. Combinaison Romero Special d'un des membres du Salt, plus l'autre fait un Dragon Sleeper en même temps, et Diving Double Foot Stomp de Amazing Red. Alors pas très visuel, mais c'était plutôt inventif dans l'idée. Amazing Red, l'exceptionnel rouge, il te cale un incroyable Spanning Injury sur Sonny sur la troisième corde, enfin qui était sur la troisième corde. J'ai déjà noté les Spanning Injuries de l'exceptionnel rouge, ils sont très 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 beaux. Double Spanish Fly des Celts, puis Corkscrew Swanton de Amazing Red, et paf, pendant qu'il fait tomber, Jimmy et Rory Estrada viennent enfin à la rescousse de Sonny Saki. Il y a un très beau suicide flip contré en Dead Eye par Rory. Alors là j'ai pris le nom de comment on l'appelle Adam Page, c'est juste que sur le coup j'ai totalement zappé dans mes notes comment ça s'appelle réellement. Si t'as le nom vite fait. Non. Voilà. Alors,
Le selling de Amaziriad, alors, il est exceptionnel. Sur un spin kick de Jimmy, il a fait mais vraiment 90 milliards de flips en, en 2 secondes, ou même 1 seconde. Voilà, c'était exceptionnel. Sur juste un kick. Alors, la fin du match. Roré, il contre un double Spanifly en double DDT depuis la 3e corde. Puis après, ça va enchaîner. Jimmy et Roré Estrada font un splash plus leg drop comme il l'avait fait dans un match par équipe il y a 2 semaines. Puis, ils célèbrent la prise. Sony fait le tomber derrière dans leur dos. 1, 2, 3. Il leur donne la victoire. J'ai envie de dire logique parce que le but, mine de rien, c'est de gagner. Donc j'avoue, je vois pas trop le problème qui est faible finalement. J'ai trouvé que le match était plutôt cool, avec un gros rythme bien rapide. Bon, le selling par moment, ok, on peut, voilà. Mais voilà, c'était pour moi assez cool à regarder. Je ne sais, je te laisse dire ton avis finalement. Eh bien, très bon honneur pour démarrer. Franchement, un plaisir de démarrer là-dessus. Les Felling Elvisis, toujours aussi bons. Amazing Red qui continue de faire ses preuves. Les Maximo qui s'introduisent bien. Enfin, voilà, rien d'autre à en rajouter. Effectivement, tu l'as mentionné, après le match, t'as Rory et Jimmy, ils sont un peu dégoûtés que Sonny Siaki ait fait le tomber, pas eux. Bon, franchement, si vous voulez, les mecs. En fait, pour moi, c'est problématique. Genre, tu fais une prise qui déjà vraiment toute la dégaine du prise de finition, voilà, d'un finisher, tu fais le tomber. Enfin, c'est genre de quoi vous vous plaignez, vous avez gagné, bande d'enculés. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, ils regagnent le sourire, Jimmy et Roré. Ils célèbrent, alors que Siaki se casse, direct. Lui, il en a vraiment rien à foutre de son équipe, en fait. Il se casse, voilà. Enfin, c'était comme ça. Ouais, effectivement. Top des commentateurs, on souligne le bordel émanant dans la fédération. Mike Tenay nous dit qu'il a fait une interview avec Apollo. Et donc, on part en interview où Apollo dit c'est très bien de ce que je veux, de ce dont je veux parler. Je m'en fous que t'as ton travail à faire. Va à l'essentiel. Dans mon pays, le respect fait tout. Mais Ricky Steamboat a perdu tout mon respect parce que j'ai bossé pour affronter Ken Shamrock. Mais il a donné ma place à The Truth. Mais j'ai trop travaillé pour laisser des mecs corrompus m'arnaquer. Il va devoir me dire pourquoi il a fait ça, en face à face, ici. Voilà. C'est la fin de l'interview. Mmh. Bon, autant par contre j'aime bien autant j'aime bien Gran Apollo, par contre on va pas se le cacher, la delivery au micro c'est pas trop ça. Ce que je disais, c'est qu'Apollo est très énervé de ne pas avoir une chance au titre. Ok mec, c'est vrai que t'es invaincu. Bon, rien de plus à dire. Ah ouais. Effectivement. En parlant d'Apollo, AJ Styles sort du bureau de Ricky Steamboat et Apollo tombe sur Steamboat direct et il lui dit qu'il doit lui parler maintenant. Ricky répond qu'il est très occupé, qu'on verra ça plus tard et que Apollo n'a pas lui parler comme ça. Enfin voilà. Les Dubs, ils poursuivent comment il s'appelle, Ricky Steamboat évidemment. Ils le poursuivent vraiment jusqu'au bout du segment. Mais ça laisse entrer Jerry Lynn qui attaque AJ Styles. Lancer de chaise, on claque contre des tables et tout ça, on lance par-dessus des tables. Styles reprend le dessus, mais c'est quand même Lynn qui finit au-dessus, jusqu'à ce que la séparation se fasse par la sécurité. Et Bob Armstrong, bon segment, voilà. Les attaques entre Lynn et Styles, ça rajoute toujours de l'intensité, c'est toujours très cool. Qu'en as-tu pensé ? Bah pour le coup vraiment encore une fois les segments en rapport avec la X-Division c'est toujours très 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 cool je trouve. Évidemment à ce moment-là j'étais très très hypé par leur match en main event avec Loki en plus en supplément. Pour l'instant leur feud entre eux est très cool.
le fait que Loki ait un peu rajouté à ça, c'est très cool pour rajouter, disons, un peu d'overness à notre gars. Et on en reparlera d'overness. Non, donc voilà, évidemment, c'était très cool. Hein. De toute façon, les petites bagarres comme ça monte ça monte automatiquement l'intensité. Alors ensuite, Ricky Steamboat arrive dans l'antre de la salle, enfin sur la scène quoi, et il est toujours poursuivi par les Dubs. Et donc il dit aux Dubs, je sais pas ce que vous voulez, mais vous avez, c'est bon, faites ce que vous voulez. Donc ils sont contents, ils se cassent. Ron de Truth Killing fait son entrée pour le combat de championnat mondial. Déjà maintenant, j'étais un peu étonné de le voir à cette position. Mais passons. C'est assez, le match est deuxième match. Hein. C'est vraiment dans la place, voilà, comme ça. Bizarre. Et l'homme le plus dangereux de la planète, le champion mondial de la NWA, Ken Shamrock, fait son entrée pour lancer le match pour le titre. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il a beau être apparemment l'homme le plus dangereux de la planète, c'est sûr qu'il ne fait pas peur niveau work rate, il fait pas peur aux autres. Hein. Alors, le match, je vais être salé. Déjà, alors, la foule était assez partagée, ça chantait pour la vérité par moment. Donc, voilà. Même d'ailleurs, à un moment, j'ai entendu des Ken Shamrock craints, des Ken Shamrock sus, comme on pourrait mal le traduire. Déjà, j'ai noté au bout d'une minute de match un botch de Ken Shamrock sur un roundhouse kick qui est littéralement un move qui vient de son sport. C'est assez honteux. À un moment donné, même un peu plus tard, il va totalement se rater sur un Canada. Et bon, je vais pas non plus mettre toute sa faute parce que la vérité a un peu galéré à le sel. Même sur un uppercut, il a même pas touché la cible. Genre, il a même pas touché ce trou. Les coups de poing de Ken Shamrock, alors là, je vais peut-être m'acharner, mais ils sont pas crédibles. Il a vraiment du mal à les worker bien. J'arrive pas à y croire. C'est vraiment, c'est très flou. Même, enfin, pour dire de trou, la vérité, il arrive mieux à les worker, à les rendre crédibles, à faire en sorte que ça claque vite fait sans voilà. Non, mais voilà quoi. Non, Ken Shamrock, pour le coup, c'était pas fou. Par contre, voilà, si je peux vite fait dire un point positif, il sait bien vendre, enfin, il sait bien amener les soumissions. Heureusement. Heureusement. Sinon, ça serait vraiment catastrophique. Au milieu de match, il y a New Church, donc les disciples of New Church, Don Harris, Monty Brown, qui sont dans les parages. Et un peu plus tard, Apollo va débarquer et attaquer The True. Ken Shamrock, du coup, va également se faire attaquer. Une putain de disqualification, alors que nous sommes clairement dans un match singles. Aucune stipulation. Ça n'a aucun sens. Écoutez le match sans son et je n'ai rien compris. Et j'ai pas encore fini d'ailleurs. Bagarre à l'extérieur. Et là, super kick de Apollo, qui de base était destiné à la vérité, qui va finir sur Ken Shamrock. Ken, il a du ping pour le sell. Genre vraiment, une seconde après l'avoir pris, il scelle enfin. Après, les deux retournent sur le ring. Cutter de la vérité. Il fait le tomber, l'arbitre revient. 1, 2, 3. Enfin, le règne de Ken Shamrock est fini. Horrible match. C'était nul à chier. C'était incohérent comme pas possible. C'était tout simplement catastrophique. J'ai détesté ce match. Je le sais déjà, mais je te rejoins sur cet avis-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, il n'y a rien de bien dans le match. Et en plus, c'est ton match de championnat mondial de la NWA, une fédération qui a plus de 30 ans. Non, mais en plus, et il y a 26 000 interventions de petites feuds. Non, mais c'est ça le pire. En plus, de petites feuds. Alors déjà, vraiment, je pense que c'est un combo de de tous les trucs dont on souffle un peu. Genre, voilà. Mais, oh là là, c'était
il fallait survivre au match, quoi. C'était dans. Bah franchement, si Alicia serait venue dans le match et aurait mis un low blow à l'arbitre, je me serais vraiment dit qu'on était sauvés. Ah, mais c'est clair. C'est non. Vraiment. En plus, le match est quand même dans la deuxième place. C'est dire à quel point on s'en branle, quoi. Ah d'ailleurs, je spoil, hein, mais pas d'Alicia dans cet épisode-là non plus. Bon, je pense qu'on peut arrêter d'espérer la revoir. Ah, moi, j'espérais rien. Effectivement, on va pas se cacher. Je te laisse du coup poursuivre. Enfin bref, nouveau champion mondial de la WA, Round the Truth Killing. Ricky Steamboat monte dans le ring et dit « Apollo, tu es venu face à moi me demander pour parler, mais je t'ai dit qu'on le ferait au moment voulu. Eh bien, c'est le moment voulu. » Apollo ne vient pas. Voilà, il vient pas, il est pas là. 30 secondes passent. Et là, il débarque. Que faisait le mec en backstage? Il y a eu du ping. Il savait pas. Le mec avait des choses à finir, il était distrait. Bien, je vous laisse imaginer en commentaire ce qu'il faisait pendant ce temps-là. Voilà. Moi, je sais générer de l'engouement dans les commentaires des vidéos. Moi, je veux l'argent. Enfin bref, Ricky dit ensuite écoute Apollo, la semaine dernière, j'ai fait une erreur et je t'entends. Tu veux affronter le champion, mais tu as tourné ici comme un fou. Et tu ne peux plus faire ça. Je ne veux plus te voir tourner et rôder ici comme un fou. Regarde-moi quand je te parle. Je vais te donner cette chance, car tu la mérites. Et là, attention, que se passe-t-il? Je pense que vous l'aurez compris puisqu'on l'a mis 2 fois. Jeff Jarrett débarque et nous dit « Attendez, j'ai attendu cette chance patiemment, mais maintenant je vois que la réponse est aussi blanche que ma peau. C'est qu'on a là et de la discrimination inversée. Tout ça parce que je ne suis pas une minorité. Tu me passes au-dessus et tu me donnes pas cette chance. Tu crois que je blague? Juste parce que je ne suis pas noir, portoricain, hawaïen? J'ai une question. Pourquoi Truth et Apollo ont une chance et pas moi? » Bien, Ricky répond « Écoute, les conneries se terminent aujourd'hui. C'est pour ça que dans ce ring, tu as affronté Apollo et le gagnant aura The Truth. Et je serai l'arbitre impartial. On aura un gagnant. » Ok, mais tout le monde repart, tout le monde se casse. Ah, écoute. Pensez de ce petit segment, de ces petites promos. Bah, écoute, c'était là. Ça permet de teaser un nouveau match pour ce show finalement. Encore une fois, comme j'avais dit précédemment, je trouve qu'Apollo a pas une très bonne delivery au micro. Voilà. Sinon, Jeff Jarrett, voilà, c'est toujours assez cool. Ricky, ça va au micro. Pour l'instant, il maîtrise son rôle. Donc voilà, il y a pas de truc négatif forcément à dire sur le segment. Eh bien moi oui, j'ai un truc négatif à dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi toujours ramener le racisme? T'es un raciste. C'est quoi ces storylines qui tournent autour de racisme? Alors, Hein? oui, alors j'avoue que ça, bon, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que d'ailleurs, ça tourne toujours autour de ça. Hein, genre, au final, The Truth, ça tourne autour de ça à chaque fois. Donc bon, c'est vrai que compliqué. On va passer d'un segment vraiment moyen à ce qui est pour moi le segment de la soirée. Disco Inferno est là. Bah jusque-là, vous pouvez vous dire « Oh non, pas l'autre fou, le Disco Inferno qui fait chier avec ses promos de 20 ans. » Sauf qu'en fait, il n'y a plus rien de son talk show, quoi. Il n'y a plus les beaux fauteuils, tout ça. Il n'y a plus
l'affiche Dive Talking. C'est juste, il y a un tableau, et genre, il arrive et il fait, mais c'est... Où sont mes affaires? Et là, devinez qui fait son entrée, leur entrée. Bien les Dubs. Jusque-là, vous vous dites, après autant de critiques, pourquoi tu dis que c'est le meilleur segment de la soirée? Arrête l'ironisme. Sauf que, pour le coup, c'est vraiment le meilleur segment de la soirée. Pour des raisons qui seront expliquées un peu plus tard. Et en gros, partons dans Dive Talking avec les Dubs. Et un disco dit vous puez, que foutez-vous ici? Et donc les Dubs viennent annoncer la Dub Cup Invitational qui sera la nouvelle division hardcore parce que Ricky a dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Voilà. On utilise un élément vu plus tard. Il retourne le tableau qui était présenté sur la scène et les règles sont affichées. Attention, ça va être très long. Hein. Il faut 10 points pour gagner. Jusque-là, ok. Pour avoir des points, vous mettez votre adversaire à travers une table, c'est 2,5 points. Si la table est en feu, c'est 5 points, direct. Si vous le mettez la tête de votre adversaire dans les chiottes, c'est 2,5 points. Et s'il y a de la merde dans les chiottes, c'est 3,5 points. Si vous mettez une main aux fesses d'une femme, c'est 2,5 points. Ne le faites pas, hein. Ne faites pas ça chez vous. Même le truc avant, hein. Enfin, le truc avant, c'est un peu moins grave. Mais ne mettez pas la main aux fesses d'une femme pour avoir 2,5 points. Ça ne fonctionnera pas, les copains. Ah bon? Et si c'est un homme, c'est 3,5 points. Encore une fois, ne le faites pas. Si vous frappez Jérémy Borache, c'est 2,5 points. Et si vous frappez la vieille femme là-bas, c'est 3,5 points. Alors la vieille femme là-bas, c'est la meuf qui, je crois, prend les tickets. Voilà. Si vous frappez votre adversaire dans le cul avec le faux cheval, vous voyez le cheval en bois où il y a juste la tête, eux ils l'ont appelé Orsipou parce qu'en fait il est dans la main de stand-up, c'est 2,5 points. Mais si l'adversaire a aimé que vous le frappez dans le cul avec Orsipou, on retire 2,5 points. Si vous montrez votre adversaire à Jay, c'est 2,5 points. Alors Jay, on verra qui c'est plus tard. Si vous pleurez comme une merde dans le ring, c'est moins 5 points. Et pour finir, si vous mettez la tête de votre adversaire dans une machine à barbe à papa, c'est 10 points direct la victoire. Voilà. S'il fait une rotation complète, victoire directe, 10 points. 7, c'est parti, balle de match. Et ensuite, Disco Inferno propose que si on prend un objet des fans et on frappe un adversaire, c'est 5 points. Mais Stan est réduit à 1 point. Et ensuite, qu'as-tu pensé de ces règles avant de partir à la suite? Bah, pour moi, ça, c'est des règles qui règlent. Hein. Ça, c'est le règlement. Moi, pour moi, c'était excellent. Alors ensuite, Disco demande qui sera leur premier adversaire. Et Stan dit: j'ai vu ce que t'as fait à ma femme, Goldilocks, la semaine dernière. Mais je vais montrer quelque chose au monde. Goldie, j'espère que tu regardes. Et là, t'as Stan qui baisse sa salopette. Et il y a une photo un peu sexy, un peu playboy de Goldie sur le t-shirt. Bon, ensuite, il se rhabille. Et Stan veut frapper Disco pour ce qu'il a dit la semaine dernière sur Goldie. Mais t'as Paulina qui s'interpose. Et les Dubs cherchent toujours un adversaire. Donc ils proposent environ 60 cents pour les affronter. Donc ils balancent 60 cents au sol. Ils voient que personne ne vient. Alors là, ils disent la phrase qu'il fallait pas dire. Ok, si vous venez vous combattre et vous gagnez le match, vous aurez une nuit avec Fluff Dup. Et là, qui arrive quand on lui parle de nuit avec une femme? Moi, j'ai adoré ça. C'est effectivement Ed Ferrara
qui vient prendre un micro qui vient en vitesse prendre un micro et qui dit qu'il participe. Et directement, il dit, regardez, j'ai 2,5 points parce qu'il frappe Jeremy Borash début du match. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un match. Ensuite, il attrape le cul de Don West pour 3,5 points. Directement, il va chercher Don West et lui chope le cul. 3,5 points. Et t'as direct Jeremy Borash qui vient choper de Ferrara pour se venger. Il vient le choper par la gorge en se mettant sur son dos. Mais Ferrara le balance par-dessus la barricade. Alors ensuite, il esquive les Dubs qui se rangent dedans. Mais ils finissent par reprendre le dessus et éclatent des chaises qui viennent du public sur son crâne. Pour 1 point chacun, donc 2 points pour les Dubs. Ensuite, il frappe avec une botte du public. Une boisson et une béquille. Ça fait 5-6. Donc 6 points pour Ferrara, 5 points pour les Dubs. Et Stan sort Jay, qui est en fait une poupée gonflable. Et il la lance sur Ed pour faire 7,5 points pour les Dubs. Bodup va chercher la fameuse vieille femme. Mais voilà, elle ne sait pas faire, pas comme Jeremy Borash. Et il le tabasse avec un balai, voilà. Disco embrouille Stan et Paulina. Ça finit en low blow, voilà. Paulina low blow, elle lui lâche les couilles et elle le frappe avec le tableau. Donc ça veut dire qu'en fait elle fout sa tête dans la partie inférieure du tableau et après elle fait balancer avec le tableau parce que c'est un tableau. En gros, elle déplie puis replie le tableau, voilà. Un peu plus simple. On change de caméra pour revenir à la vraie action où il se passe un Spear de Ferrara sur Beau, voilà. Le fameux Spear de Ferrara. Coup de chaise du public de Ferrara, ça fait 8-7,5. Puis un low blow de Ferrara, toujours. Il prend le cheval orsipou et il frappe le cul de Beau. Donc là, il est censé gagner 2,5 points. Sauf que Beau, il a bien aimé ce qui s'est passé. Et donc, Ferrara perd 2,5 points. Nous sommes donc à 2,5 à 7,5. Ferrara sort une table, mais évidemment, il galère pour la placer dans le ring. Il finit par la placer au centre du ring. Mais Beau lui place un chokeslam à travers. Et ça signe la fin du match, car les Dubs remportent celui-ci. Alors que Beau finit cul nu au milieu du match. Au milieu du ring, pardon. J'ai vraiment... Et ne pensez pas que je suis ironique. J'ai vraiment trouvé ce match incroyable. Je parle souvent de divertissement un peu coupable, de plaisir coupable avec les nains. Sauf que les nains, c'est jamais un match qui me marque. C'est ok, c'était divertissant. Il y a des trucs un peu originaux, c'était drôle. Là, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. Je suis resté et j'ai tout regardé. Il n'y a pas eu un moment d'inattention. J'ai pas eu envie de prendre mon téléphone parce que je me faisais légèrement chier. C'est que là, j'ai vraiment tout aimé de ce match. Si on peut appeler ça un match d'ailleurs. Oui, si on peut appeler ça un match, mais d'ailleurs, voilà, on peut dire, c'est la première fois que dans un segment, de base, les segments de TNA, à part les segments, les peut-être Division, ou même vite fait les segments la semaine dernière avec Jeff Jarrett, généralement, j'avoue, je les mets pas en plein écran. Vu que c'est généralement pas moi qui vais en parler le plus. Mais là, je l'ai vraiment mis en plein écran parce que j'ai adoré. C'était une masterclass de A à Z, le segment. C'était marrant. C'était vraiment vraiment divertissant, quoi. C'était épique de fou. Les règles, avec tout. En plus, avec les Dubs qui sont littéralement bourrés tout en disant les règles. Ça m'a éclaté de rire. Ed Ferrara, c'est vraiment le divertissement en commentateur. Déjà là, il prend part un peu plus au show en faisant un match, si on peut dire ça comme ça. C'était quand même assez fou ce qu'on a vu. Franchement, je pense que c'est peut-être un plaisir, un petit plaisir coupable, hein, mais c'était peut-être un de mes moments préférés que j'ai vu depuis qu'on se fait ce podcast. Et c'est peut-être un de mes segments préférés que je n'ai jamais vu. Et même un de mes matchs préférés.
Mais vraiment, c'était... Et dans le style comédie, quoi. Pour moi, c'était une masterclass. C'était excellent de A à Z. C'était parfaitement maîtrisé. L'humour beauf était vraiment à son paroxysme, quoi. Ferrara beauf, c'est un des trucs les plus drôles de la fédération. Et les deux autres, les Dubs, au début, ils nous fait chier parce que franchement, c'était juste bizarre. Mais là, Voilà, c'était maîtrisé, là. C'était cool, c'est drôle, ça reprenait très bien les trois personnages. Franchement, parfait. Moi, c'est ce que je t'avais dit pendant le show. J'avais fait un petit live react pour dire que franchement, c'était génial. C'est vraiment la meilleure chose de la première heure. On est totalement d'accord. C'était vraiment, mais vraiment génial, quoi. C'est rendu. Là, pour moi, c'est l'art du comédie wrestling. Quand c'est maîtrisé à ce point-là, c'était parfait. Et même si t'avais de l'humour bof, c'était pas autant chiant que ce que faisaient les Dubs à la base. Alors là, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment maîtrisé. Ah, c'était juste des vannes et ça passait largement mieux. C'est ça qui était super cool. Et les gags étaient super bien amenés, quoi. Ah, quand la vieille dame, la mémé, elle se met à taper Bodop, pour moi, c'était le divertissement ultime. C'était vraiment génial. C'était vraiment fantastique. Alors ensuite, on retrouve Mike Tenay en interview dehors. Voilà. On fait des interviews dans un cadre naturel, disons. Il est avec Monty Brown et il lui demande de raconter un peu son parcours, son histoire. Bon, j'ai résumé ça en disant je viens du Michigan. J'ai excellé au football américain. J'étais dans l'équipe du Buffalo, puis de New England. Ma transition fait que je suis passé d'un petit catcheur dans le corps d'un joueur de football à un catcheur professionnel. Et j'ai été tête la première pour avoir les opportunités. Il y a des politiques partout à la NFL. J'étais agent libre. J'ai dû tout faire pour les opportunités. Ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu es qui compte. Ronnie ou The Truth, je sais plus comment il s'appelle, il a beau être un bon rappeur, je ne l'aime pas. Parce qu'il vient pleurer, mais je comprends d'où il vient. Et là, bam, t'as une skipper qui débarque. Voilà. Et pour débarquer, il lui éclate un seau de peinture jaune dessus. D'accord. Bah, pourquoi pas, écoute. Il veut transformer. Ouf. Tu comprends au montage, évidemment, tu censureras avec le yeah. J'en sais rien, fais quelque chose. Putain, t'as calé ça comme ça, je m'y attendais pas. Wow. Et donc il lui verse ce seau de peinture jaune dessus. Et bon, il l'attaque au sol avec des coups de pied. Et il l'insulte, j'ai rien compris. Et puis il finit par dire You're a chicken, t'es un poulet. Et il se casse. T'as une dernière chose à dire. Monty Brown est à deux doigts de caler la même promo que la semaine dernière, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et la chose que je voulais dire, c'est un poulet. Mais effectivement. Malice contre Ron ou Donaris, je sais jamais, je sais plus, j'écoute rien. Donaris. Bah c'est parti, hein. Blood match. Ron, non pas Ron, c'est Don. Don contre Malice. Alors j'annonce d'avance, j'ai pas été trop concentré sur le match. Donc, s'il y a des détails que j'ai manqués, c'est normal. Directement, ça va se mettre sur la gueule, ça va se battre dans le public, ça va se mettre sur la rampe. Généralement, ça va se battre avec des chaises, en se projetant dans les barricades, en se projetant dans les escaliers, dans la table des commentateurs. Ça va se battre, ça va se projeter partout. À un moment donné, ils sont un peu vers la rampe d'entrée. Et là, t'as Slash, le très charismatique Slash. Il va tenter d'intervenir et il va avoir un sort de cutter. Mais Don Harris va lui prendre, il lui met des coups avec. Et ça va directement le faire saigner, évidemment. Voilà, évidemment. Du coup, Don Harris, il a 2 de QI, il va vraiment se concentrer que sur Slash. À un moment donné, tu as James Mitchell qui va tenter aussi d'intervenir. Il va se faire calmer avec la botte de Don Harris dans la gueule. Puis, Slash, qui le retenait, va se prendre un low blow. Ensuite, on remonte un peu sur le ring. Big Boss Slam sur le ring. Voilà, j'ai dit, j'étais pas concentré sur le match.
Et d'un coup, dans ma tête, il y a Don Harris qui saigne. Voilà. Du coup, match arrêté. Alors du coup, j'ai noté, match pas fou. Voilà. Attaque du New Church après le match. Choc slam de Malice, il fait plus les chocs. Enfin, il fait les chocs slam, mais que dans les après-matchs. Jamais pendant le match. Non, mais ça, je remarque de plus en plus. Genre vraiment, il fait toujours les chocs slam après les matchs et jamais pendant le match. Bon, t'as pas compris le principe d'une prise de finition, toi. Malice qui gagne enfin un match, par ailleurs. Et du coup, sans son choc slam. Qu'est-ce que t'en as pensé? Nul. J'ai pas. En vrai, il J'en n'y a pas à avais chier. pas grand-chose à faire. Il n'y a pas à chier. Et là, quand je te dis que j'ai été à peine concentré dans le match, c'est dire à quel point j'en avais de base rien à foutre dès le début. Et concrètement, ça va pas attirer vraiment l'attention, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment. J'avais pas envie. Une fois que j'étais devant, j'ai pas eu envie après. Enfin, non. Par contre, voilà, je vais le dire honnêtement, New Church, c'est nul à chier. Voilà, je le dis, c'est vraiment éclaté. Si je peux me permettre. Moi, je n'attends qu'une amélioration plus tard, mais franchement, pour le moment, je te rejoins sur cet avis. Alors, je le dis déjà. Pour le moment, j'ai juste un truc à dire. J'ai juste un truc à dire sur New Church. J'en ai rien à foutre. Voilà. Évidemment. Alors, je le dis déjà dès maintenant. Ceci est l'avant-dernier match de Malice à la TNA. Voilà, il aura un second match contre Don Harris plus tard. Parce que Malice, quelques mois après ces 2 combats contre Don Harris, va faire une crise cardiaque et décéder. Voilà. Je le dis déjà en préambule, même si ça pouvait attendre. En espérant que le prochain match soit bon pour une belle manière de conclure. Celui-ci n'était pas bon, voilà. Bon, partons en coulisses, où Goldilocks, la fameuse, la seule et l'unique, on l'a pas vu beaucoup dans ce show-là, et je pense qu'on va pas la voir non plus tard. Elle vient interviewer Taylor Vaughn, mais dans le vestiaire des femmes, évidemment. Mais Sonicia qui passe, et, il lui demande où est Ricky Steamboat, elle répond qu'elle sait pas. Et Sonny finit juste par dire Sonicia qui a quitté l'interview. Et puis il se casse. Alors, t'as Bruce qui surgit et qui arrache le micro de Goldie pour venir interviewer Vaughn, lui-même du coup. Mais lui latte les couilles et elle l'étrangle dans les douches directement. Rien à foutre. Comme Sifano. Et puis il la challenge pour un evening gown match plus tard dans la soirée. Il se casse et là t'as Loki et JCS qui se battent dans le vestiaire des femmes. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est divertissement, ça. Sauf que après la bagarre, il n'y a plus aucune femme. Ça veut dire que pendant le segment avec Vaughn et Bruce, il y avait quelques femmes qui regardaient et tout ça. Là, il n'y a plus personne depuis qu'il y a Loki et Styles. Elles ont dispawn. Ah, mais pour le coup, vraiment, ouais, des gros dépop. Elles sont. Ah voilà, bagarre. Telles qu'ils sont barrés en caméra, on sait pas. Bagarre. Le plafond est très bas et t'as Loki qui cède du plafond pour mettre un kick. Il continue de se battre, il se balance dans une poubelle, tout ça, enfin sur une poubelle. Et voilà quoi, et J-Stage le plaque au sol. Enfin voilà, on coupe, on part. Ouais, bah toujours très cool pour teaser le main event. Effectivement, tout ce que j'ai à dire, ce que j'avais à dire aussi, c'est toujours très cool pour teaser le main event. Et aussi remettre Loki dans la conversation qui était peut-être un peu éloigné avec Jerry et Styles qui s'était frité en début de show. Alors Ricky Steamboat, l'arbitre, fait son entrée, Gran Apollo et évidemment A wild slapnuts appears. Double J, Jeff Jarrett. Le seul et l'unique Double J, Jeff Jarrett. Eh bien, je vais te laisser parler de leur match.
Effectivement. Alors, je vais directement dire, heureusement que Ricky n'a pas été l'arbitre du main event. Hein. Imagine la tristitude. Alors déjà, il va interdire à Apollo de monter sur la troisième corde, alors que Jeff Jarrett était à l'extérieur, là, il voulait sûrement sauter dessus. Il va interdire Jeff de profiter d'une situation où Apollo était en 3-4 et en étant pendu en gros dans le coin. Vraiment, Ricky Steamboat, c'était l'aspirateur à fun. Genre vraiment sans blague. Du coup, alors ça va beaucoup se la mettre. Genre vraiment le match, je trouvais que sur certains coups, c'était vraiment beaucoup de parpaings dans la gueule. C'était plutôt plaisant. Apollo, il va te faire un très beau sunset flip en s'aidant des cordes du Turnbuckle. C'était plutôt cool. Là, c'était sur Jeff Jarrett. Après, enchaîné avec le tombé simplement 2. Après un petit moment à l'extérieur, Apollo va saigner. Alors je pense que c'est peut-être je pense que c'était un blade job carrément vu comment c'était marqué. Je pense que c'était après les coups, voilà, les projections dans les escaliers en acier, dans la table des commentateurs sûrement, qui étaient assez répétées. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il faisait quand même des blade jobs pour tout et un peu rien. Genre vraiment. Jeff, il va travailler un peu la jambe de Apollo. Donc il a commencé à travailler la jambe. C'était après un short block quand Apollo était sur la troisième corde. Figure 4 leg lock. Donc Ricky, alors du coup Gran Apollo va commencer un peu à partir dans les étoiles. Il va voir les vaisseaux de la Vierge Marie, comme s'il vient du Riff. Du coup, Ricky, il va lever le bras plusieurs fois de Gran Apollo. Donc une fois, 2 fois. Et la troisième fois, Apollo reprend conscience, il est toujours vivant, is alive comme Frankenstein. Vers la fin du match, super kick de Apollo. 1, 2, pied dans les cordes, Ricky Steamboat le capte. Après, Apollo, il ne perd pas de temps, il enchaîne directement avec une suplex allemande, une German suplex avec Ponté. 1, 2 de Ricky. Jeff se dégage, sauf que Apollo, il garde toujours la position, et Ricky va compter 3. Victoire de Jeff Jarrett. Parce qu'en gros, en fait, Apollo, il avait toujours un peu les épaules rivées au sol. Donc concrètement, c'est ce que dit Ricky. J'ai bien apprécié le match, franchement. Et j'ai trouvé le finish pas si pire. C'est pas un finish si bête que ça. Alors c'est vrai que je m'y attendais pas, parce que vraiment, pour le coup, Ricky il a pris du temps avant de compter 3. Bon, après, c'était peut-être logique. Non, c'était pas un finish. C'était un finish intelligent pour protéger Apollo, disons. Donc du coup, qu'est-ce que t'en as pensé du tout? Ouais, c'est ça, c'est un match ok. Enfin voilà, c'est le finish intelligent, je trouve. Ouais. Sur le moment, j'avais pas trop compris, mais en repassant 2-3 fois, j'ai fait ah oui, ok, là c'est bon. Ça, en fait, c'est surtout ce qui m'a fait bugger, c'est Ricky Steamboat qui met du temps à compter le 3. Ouais, mais moi aussi, c'est. Disons que le mec est pas arbitre, et dans une situation comme ça, quand t'es pas arbitre, tu sais pas quoi faire en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pour le coup, ouais, c'est sérieux, le fait qu'il ait pris du temps pour compter, ça m'a un peu mindfuck. Après ça, Apollo, il s'énerve évidemment. Ricky lui dit je n'ai aucun problème avec toi. Jarrett a levé l'épaule, on en reparlera après. Sauf que Apollo, il veut vraiment s'en prendre à lui, quoi. Il vient, il le chope, il l'empoigne. La sécurité le sort. Et ensuite, Ricky Steamboat parle à Jeff Jarrett et il dit j'ai dit que j'allais te donner The Truth et je vais le faire. Mais je ne t'ai pas dit que j'allais te donner une chance au titre. The Truth sera ton partenaire par équipe face à Styles et Lynn la semaine prochaine pour les titres par équipe. Et la bronca du public qui chante bullshit. Qu'as-tu pensé de ce segment? Bah écoute, j'ai pas énormément à dire. J'ai envie de dire voilà. Hein. En tout cas, c'était là. Bien, partons vers le prochain match qui, comparé aux Dubs contre Ed Ferrara, n'est pas un match recommandable. Bruce fait son entrée, Taylor Vaughan fait la sienne, enfin l'inverse. Et je vais te laisser parler de comme d'habitude, si on peut appeler ça un match. Bon, c'est un peu le même registre, finalement, c'est censé être divertissant.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon. Déjà, t'as Tyler Vaughn qui va te potcher un atomic drop. C'est en gros, elle va mal se réceptionner à la fin. Putain, la façon de courir dans les corps de Tyler Vaughn. Ouf. Oh putain. Ah, on sait qu'elle n'a pas été prise finalement pour savoir catcher. Et encore, je me demande vraiment du coup pourquoi elle a été prise finalement. Premier degré. Mais pour son cul. Son cul. Ah, parce qu'elle a un cul. Son cul, c'est Nibar. Son cul, c'est Nibar. Ouais, bon. Du coup, delayed vertical suplex de Bruce. Un peu plus tard, donc, du coup, Bruce va gagner en déshabillant Tyler Vaughn, comme la situation l'indique. Évidemment, alors ça. Ah, il est obligé d'en être dégoûté, d'avoir déshabillé une femme, de voir le corps d'une femme. Voilà, toujours autant nul à chier. Ces stéréotypes à la con. Genre vraiment, c'est quoi ces clichés de merde là? Genre vraiment. Et Bruce a montré son cul à la fin. Voilà. Voilà, parce qu'en gros, il a dit les mecs, je sais que vous êtes quasi tous contents du résultat, mais je sais que certains en voulaient un autre. Alors pour que tout le monde soit content, je retire ma robe. Et le mec était en string et porte-jartel. West est très excité, mais pas pour ce qu'il vient de voir, mais plus pour ce qui se profile la semaine prochaine. Évidemment, on nous annonce le Lynn Styles contre Truth et Jarrett. Mais c'est tout ce qu'il annonce pour la semaine prochaine, en fait. Et il montre des nouveaux t-shirts à vendre, dont un pour AJ Styles. En bref, on s'en fout. Parce que maintenant, it's time for the main event. X-Division Championship. Le champion AJ Styles contre Loki. Contre Born in the USA. Jerry Lynn. Eh ben, dis donc. C'est parlé ce grand main event. Eh ben, dis donc, effectivement, je vais en communiquer immédiatement. Nous sommes déjà en main event, ça, c'est vrai. Alors, AJ Styles, au départ, il va directement laisser les deux se battre. Bon, évidemment, ça va pas non plus durer tout le match. Ça serait marrant. Hein. Jerry, à un moment donné, il va tenir AJ par la taille pour partir en souplesse allemande, German suplex. Mais Loki va courir vers les deux. Et Jerry Lynn, il va réussir à faire un back body drop en même temps de tenir AJ par la taille. C'était un petit moment cool. Du coup, Jerry Lynn, il va prendre un coup en position de Goris Possiol AJ Styles. Dropkick de Loki pour stopper la prise, pour la casser. Roping, leg drop de Jerry sur Loki, du coup, qui va rester sur la pendant un moment. Jerry Lynn, un peu après, prend AJ par la taille près des cordes. Pour une German suplex, AJ se tient vite fait aux cordes et Loki va faire on va dire un slingshot roll-up qui va mener à un assistement du coup à la German suplex de Jerry Lynn. C'était un spot très cool, voilà, ça met dans le bain. Donc c'était plutôt magnifique. Après ça fait des très belles combinaisons en paillettes roll-up avec des sunset flips, des reprises. Non vraiment, ce côté-là c'était vraiment excellent, c'était très fluide. C'est vraiment un des meilleurs moments du match. Parlons de meilleurs moments du match. Jerry, il va tenir le pied de AJ Styles qui avait tenté un coup de pied et il va le balancer en arrière pour lui faire un salto arrière qui va terminer en styling DDT sur Loki. Ça, c'était extraordinaire. Pour le coup, c'était vraiment génial. C'est très visuel et pour le coup, AJ Styles a vraiment réussi son styling DDT et vraiment, il a réussi un des meilleurs. AJ et Loki sont sur la troisième corde à un moment donné. AJ Styles est prêt à porter une superplex. Et là, Jerry Lynn va t'exécuter un magnifique springboard successful powerbomb sur AJ Styles qui va du coup combiner avec la superplex sur Loki. Donc encore une fois, un très beau move à 3. Excellent. Magnifique spot. On enchaîne un peu plus loin. Dragon Clutch de Loki sur AJ Styles sur la troisième corde. Et là, Jerry Lynn, du coup, va faire un kick pour les interrompre, surtout pour interrompre Loki. Mais Loki, voilà, il veut pas lâcher. Il va faire un Dragon Clutch sur
Jéréline vers les cordes sur les côtés. Et là, Loki va un peu dépasser, ce qui va permettre à AJ Styles de faire un springboard moonsault sur Loki. Tomber, 1, 2, sauf que Jéréline veut faire un slingshot splash. AJ Styles esquive, laissant du coup Loki se le prendre tout en se cassant son propre tombé. Et là, on va rentrer dans la période. Déjà, là, le match, vraiment, il est délivré. Loki, il fait. C'est la confrontation de style. Voilà, la coalition des styles, le Styles Clash sur AJ Styles. Et il va faire le tombé. 1, 2, dégagement de AJ Styles. Jéréline, il va faire le kick crusher sur Loki. 1, 2, simplement 2. Et là, AJ Styles, il va faire le pile driver de Jéréline sur Jéréline. 1, 2, dégagement. Donc, et du coup, ils se sont volés, respectivement, leur finisher. Voilà. Là, on avance un peu dans le dernier sprint final. Corner rolling clothesline de Loki qui va terminer sur l'arbitre après une esquive de AJ Styles. Donc, du coup, ref bump. AJ Styles va sortir du ring, il va en profiter pour prendre une chaise. Il va en profiter pour sortir une chaise. Et il va mettre un coup dans la tête de Jéréline. Protocole des commotions, je ne connais pas. Il monte sur la troisième corde, mais Loki va faire le tomber sur Jéréline pendant que l'arbitre s'est réveillé. 1, 2, assez lentement. Spinal tap de AJ Styles. Sauf que l'arbitre compte la fin du tombé, car Loki n'a pas lâché. 3 nouveaux champions. Loki, nouveau champion X-Division. Excellent match. Une fin assez étrange au premier abord. Mais bon, vu la fin de notre match, je trouve, du match pour être aspirant, je trouve pas ça si déconnant. Donc c'était une fin plutôt cool au final. Avec vraiment un suspense certain, parce que pour le coup pour moi c'était vraiment une façon d'amener un spinal tap, un contre, sans trop être épique, mais bon, voilà. Et même si j'ai résumé globalement des spots, le match, je trouvais que ça correspondait aux bagarres qu'on avait eu juste avant, c'est-à-dire que ça s'envoyait bien sur la gueule, et il y avait des gros atémis, des gros kicks de Loki évidemment, même de Jéréline. AJ Styles, dans ce match, j'ai trouvé qu'il embrassait de plus en plus son côté heel. Donc, même si, bon, au final, c'est un peu déjà le cas, on va pas se cacher, hein, ça se voit un peu. Loki, pendant tout le match, je l'ai trouvé super over. Genre, vraiment, j'ai l'impression que la foule était totalement acquis à sa cause. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est le meilleur match de la fédération jusque-là, j'ai pas peur de le dire. C'est incroyable, c'est génial, c'est... La meilleure chose depuis le début qui arrive à son paroxysme, à sa fin, à sa conclusion. Bien que, bon, pas tellement que ça, je le dis déjà. Parce que déjà, après le match, par exemple, on sait que Styles et Lynn, ils se battent encore. Ils se battent même après le match. Nouveau champion. Ça fait plaisir, Loki. Et oui, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. Si ce n'est ça, le match, franchement... très recommandable. Franchement, pas de faute. Très très bon. J'ai beaucoup aimé. Comme le dit Jey Uso. Exactement. Alors après le match, on est en backstage, il y a une altercation entre The Truth et... et... A wild slapnuts appears. Double J, Jeff Jarrett. T'as la sécurité qui évidemment les sépare, et t'as en gros Truth qui dit à Jeff Jarrett, tu veux une chance au titre, c'est ça que tu veux? Bien tu l'auras. Et l'altercation se déplace dans la salle, sur la scène, alors que Styles et Lynn se battent toujours dans le ring, montrant le chaos, la pagaille pour le main event de la semaine prochaine entre Lynn et Styles d'un côté contre The Truth et Jeff Jarrett de l'autre. Ça signe la fin de cet épisode 8 de National Wrestling Alliance Total Non-Stop Action. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Globalement, hormis quelques matchs, hormis un certain match de Ken Shamrock, hormis certain match de Malice, hormis un certain match de Bruce, hormis peut-être des segments un peu plus osef que les autres,
j'ai trouvé et que ce show était vraiment très bon. Genre, il y avait déjà le segment des Dubs, c'était le divertissement à son paroxysme, c'était vraiment, vraiment cool. Le main event était excellent, l'opener était sympathique pour lancer les hostilités. Le Jeff Jarrett Apollo était pour moi très très bien booké. Tout le fil rouge autour du titre Division était vraiment cool pour bien hyper le main event, et ça a été bien fait pour bien mettre Loki aussi dedans, pour pas non plus qu'on se focalise trop sur Geraldine et Styles. Maintenant, si je peux faire un petit aparté sur les absents du show, Tempest n'est pas là. Voilà, et encore une fois, il n'est pas là. C'était Slash, James Mitchell et Malice qui étaient là, mais pas du tout Tempest. C'est étrange, bizarre. Bon, David Young, je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de l'attendre. Parce que, voilà, ça sert à rien de l'attendre, en tout cas. Sinon, Sabu, aucune nouvelle. T'es où, frère? Genre vraiment, Sabu, t'es où? Qu'en est-il du Blue Mini? Voilà, Blue Mini qui avait fait une apparition, je crois, il y a 2 semaines. Enfin, il y a 2 shows de cela. Voilà, Blue Mini, il a totalement disparu. Donc voilà, je sais pas si. Bon, il y a Francine aussi qui est normalement blessée. Il y a Saint-Marie Stinclair qui est toujours pas là. Bon, voilà, il y a des absents comme ça, on sait pas comment ça se profile. Mais bref, bon, Alicia, on va pas en parler, ça sert à rien, ça fait trop d'épisodes qu'elle est plus là. Globalement, le même avis que la semaine dernière. Je trouve vraiment que les shows niveau rythme, il y a une amélioration de fou entre les premiers épisodes et les épisodes qu'on voit actuellement. Je trouve déjà vraiment le rythme beaucoup plus agréable. Genre 1h50 de show, je les vois moins passer que les premiers. C'est du coup bien agréable encore une fois à regarder, comme du coup à partir de l'épisode 5 à peu près. Donc vraiment, c'était agréable. Les segments font avancer les storylines. Les matchs font avancer les storylines. Les matchs concluent peut-être les storylines, comme pas vraiment. Il y a du divertissement, il y a du fun, il y a du comedy wrestling, comme il y a du catch pur comme en main event. Comme il y a un peu de storytelling, enfin d'histoire racontée au sein de quelque chose, comme avec les Flying AV6 et Sonny Saki. Donc, pour l'instant, c'était pour moi un très très bon show. Comme tu l'avais dit dans l'intro de l'épisode. Bien, je vais conclure également après une merveilleuse conclusion que tu nous as servi. Effectivement, très bon show, même si beaucoup sur les dénombres, beaucoup de points chiants, hein, Bruce, enfin, j'ai pas les reciter. Je retiens surtout 2 choses, à savoir les dubs, le segment dubs qui franchement m'a mis de bonne humeur, et le main event. Mais c'est un show qui m'a vraiment pas déplu cette semaine. Ouais, j'espère dire la même chose pour les prochaines semaines, hein, même si ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'on a un avis plutôt bon sur ce qu'on regarde. Franchement, très clairement, on passe pour l'instant des bons petits moments. Alors évidemment, il y a toujours des petits moments où on peut pinailler. Ce que j'ai remarqué, que j'ai de moins en moins précisé, il y a toujours, il y a toujours des coups dans les boules à chaque match. C'est peut-être juste une impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a que des coups dans les boules à chaque match, même à chaque segment. C'est dingue. Vince Russo et les boules. Et je vais finir cet épisode là-dessus. Mettez le like, le commentaire, partagez, activez la cloche, vous pouvez toujours. Mais surtout, abonnez-vous. À la prochaine. Bonne nuit.